Merci à vous, hein, pour l'invitation et pour avoir maintenu l'organisation de cette ANF. C'est la première fois que je fais sous cette forme-là, donc une conférence sous la forme d'une webconférence. Alors c'est un peu intimidant, mais ça devrait aller. Donc effectivement, donc je suis plutôt un spécialiste des langues rares, et en particulier l'arménien et l'arménien classique, l'arménien ancien, les manuscrits arméniens. Alors j'ai pas tout à fait fini mon doctorat, hein, je finis cette année, effectivement, je fais un doctorat de paléographie et d'humanité numérique à l'École nationale des chartes, et en parallèle, effectivement, je dirige le projet CALFA, qui est porté par une association à but non lucratif et qui consiste à justement travailler sur des questions de reconnaissance de caractère et plus généralement de l'intégration de reconnaissance de caractère manuscrit dans des projets d'humanité numérique. Alors c'est pas quelque chose sur lequel je vais revenir beaucoup, puisque rien que ce matin, on a eu pas mal de présentations qui mentionnaient les OCR et les HTR, mais je vais quand même en dire deux, trois mots, parce que sans personnellement entrer dans les questions de reconnaissance de caractère et comment ça se passe, il existe plein de systèmes que je vais mentionner rapidement. C'est plus qu'est-ce qu'on fait lorsque on est dans une langue comme l'arménien, où il y a peu de données, ou, et ou peu de spécialistes qui sont en mesure de travailler sur cette langue. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut quand même profiter de l'apport de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de caractère, alors qu'on a assez peu de moyens finalement de le faire? Alors un petit mot sur Calfa pour commencer. Alors effectivement, c'est l'idée, même une faute d'orthographe, l'idée c'est de faire justement des projets de reconnaissance de caractère et de création de bases de données pour des bibliothèques, pour des universités qui ont besoin de traiter massivement des données du type des manuscrits anciens, des archives manuscrites pour certaines bibliothèques, des documents imprimés anciens, etc., et qui veulent les promouvoir d'une façon ou d'une autre, notamment à travers une plateforme avec un moteur de recherche qui permettent justement de rechercher directement des mots à travers les images de documents manuscrits. Donc c'est essentiellement ça, on fait des projets sur mesure là-dedans. Et bien évidemment, on ajoute un peu, on va un peu plus loin que que simplement fournir le texte ossérisé. On fait également de l'analyse de texte automatique, donc du post-tagging, de la lématisation, ce genre de choses, justement pour augmenter l'intérêt et exploiter au mieux finalement un corpus qui était resté dormant jusqu'à présent. Soit parce qu'il n'était pas du tout numérisé et qu'on a profité du projet pour le numériser, soit parce que il était numérisé, mais qu'une copie numérique, c'est pas suffisant réellement pour travailler rapidement et de manière efficace avec. Alors, c'est centré sur l'arménien, effectivement, et c'est pour l'arménien notamment qu'on a effectivement obtenu le prix de la Fédération française des télécoms. Mais plus globalement, on travaille sur pas mal de langues orientales. Récemment, on a travaillé notamment sur le syriaque imprimé et manuscrit et sur le géorgien ancien. Donc c'est vraiment une technologie qui est spécialisable, mais là, c'est valable pour tous les HTR, mais en particulier celle-ci, c'est vraiment quelque chose de spécialisable euh, pour un besoin spécifique. On ne parle pas ici de technologie qui soit totalement polyvalente, totalement généralisable, mais vraiment quelque chose qu'on peut spécialiser pour des besoins très spécifiques d'un projet. Alors, on a été financé par la fondation Calouste Gulbenkian, ainsi que la fondation des frères Roucasians. Et plus globalement, nous travaillons avec l'IRHT notamment, mais on a surtout des projets en cours avec la BULAC, donc la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, qui est située dans le pôle des langues et civilisations, là où il y a l'INALCO maintenant. La bibliothèque Noubar, qui est une bibliothèque qui comporte un certain nombre d'archives arméniennes, en particulier sur l'histoire du génocide. Et ensuite des institutions en Arménie, donc notamment le Matenad Aran, qui est le plus grand centre de manuscrits arméniens au monde, avec aux alentours de 11 000, 12 000 manuscrits, sans compter les fragments de manuscrits. Et nous travaillons notamment en collaboration avec l'équipe du Gregory Project
donc et travaille justement sur tout ce qui est l'analyse automatique, de textes en langues orientales et anciennes, syriaque, géorgien, arménien, éthiopien et d'autres dont j'ai plus la liste en tête. Alors 2 projets, je vous donne 2 projets qui sont typiques de ce qu'on fait et qui vont illustrer en fait, le propos du jour. On a deux projets qui sont actuellement en cours de finalisation ou finalisés. Donc un avec la Bulac, où on travaille sur justement l'ossérisation et la promotion des archives du Fonds du Laurier qui était un ancien professeur de l'INALCO, et qui a légué ses archives à la Bulac, ou ces archives ont été léguées à la Bulac, et il y a notamment des copies inédites de manuscrits arméniens, bien sûr, et ses travaux de recherche en arménien et en grec. Et donc, nous avons initié un projet pour numériser ces collections et les fournir sur une plateforme qui permette justement de naviguer au sein de ces archives et de faire de la recherche en plein texte dans ces archives. Donc, vous avez un exemple de à quoi ça ressemble esthétiquement parlant. C'est un projet qui inclut également le traitement de notices bibliographiques qui, comme vous le voyez, sont pour certaines encore manuscrites et qui nécessitent d'être transférées vers le Sudoc ou, ou l'autre variante du Sudoc, mais j'ai plus le nom en tête. Vous voyez en tout cas l'idée. Et un autre projet qui est lui plus concret, plus ciblé sur les archives du fonds Andonian, le fonds qui concerne des témoignages de survivants du génocide. Donc là, on travaille sur 5000 archives qui ont été, donc c'est des lettres, hein, pas mal de correspondances de survivants. Et donc là, pareil, on travaille justement sur adapter spécifiquement l'OCR, l'HTR sur ce type de correspondance pour les traiter et les mettre en ligne sur une plateforme qui permet de naviguer dans ces archives-là. Donc des choses très classiques en humanité numérique, finalement, mais sur lesquelles on travaille. Alors, c'était le titre de ma présentation. On travaille sur des langues peu dotées. Alors, une langue peu dotée, en particulier une langue peu dotée numériquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans le cadre des manuscrits, très concrètement, on n'a pas de données, ou très peu. Donc on estime à peu près à 31 000 le nombre de manuscrits arméniens qui nous soient parvenus. Donc dans les manuscrits anciens, hein, je ne compte pas les archives manuscrites. Et donc sur ces 31 000 manuscrits, on a 3% seulement qui ont été numérisés et mis en ligne. Donc 3%, ça fait moins de 1000 manuscrits qui sont disponibles. Il y en a un peu plus qui sont numérisés, hein. On estime à peu près à 4000 ou 5000 manuscrits qui sont réellement numérisés, mais ils ne sont pas accessibles pour des raisons de confidentialité, de droit d'auteur, enfin, pour la politique des bibliothèques. Ça, on n'a pas la main dessus, mais alors du coup, concrètement, il y a 3% des copies qui sont disponibles actuellement sur le net. Et donc l'idée, justement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 3%, sachant que ces 3% ne sont pas forcément numérisés de la même manière, sont pas forcément toutes réellement accessibles, hein. Il y a certaines bibliothèques qui mettent des restrictions et ça peut se comprendre. Et du coup, est-ce qu'on est en mesure de créer un système qui soit efficace, malgré le peu de données qu'on ait, qui soit capable du coup d'être généralisable aux manuscrits qui vont être numérisés dans le futur? Bon, c'est tout l'enjeu du projet, c'est tout l'enjeu de Calfa, et donc on va en parler dans quelques instants, sur du coup comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres langues. Et donc voilà la situation. Globalement, on est déjà limité par le nombre de copies numériques disponibles. Donc c'est la première limitation. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui est OCR et HTR. Alors juste en un mot, tout ce qui est OCR, donc pour les caractères imprimés, on considère maintenant que c'est un problème qui est résolu. Il y a déjà des logiciels propriétaires qui sont extrêmement performants. Et il y a des logiciels libres qu'on peut entraîner et spécialiser sur des tâches. Et très facilement, on peut avoir un CER qui soit très dérisoire, largement inférieur à 2%. On peut avoir des taux de bonne reconnaissance de 99
0,5-0,8%. Donc c'est vraiment un chantier qui est considéré comme réglé. On peut toujours trouver des problèmes dus à la mise en page, mais sur la notion de reconnaissance de caractère en elle-même, on est bon. Le CER, c'est le taux d'erreur au niveau des caractères. Donc un CER de 2%, typiquement, ça voudrait dire que 2 caractères sur 100 sont mauvais, sont erronés dans la prédiction qui a été réalisée. Alors vraiment, le champ de recherche actif maintenant, c'est la reconnaissance de caractères manuscrits. Alors là, il y a énormément d'équipes qui sont sur la question. On a parlé ce matin. Il y a par exemple une solution HTR qui est intégrée dans le projet de notre camarade Peter, donc en arabe. Donc il y a des conférences qui traitent de ces questions-là où les équipes présentent leurs résultats. Donc il y a l'ICFHR et l'IGDAR notamment, hein, qui sont deux grosses conférences, l'International Competition of Document Analysis and Recognition. Et finalement, on se rend compte qu'avec l'explosion de la recherche dans les réseaux de neurones, on arrive finalement à de très très bons résultats également, avec des CER qui tournent autour de 5%, voire moins lorsqu'on a vraiment une mise en page qui est très simple. Et de nombreux projets développent leur propre architecture. Donc il y a Ocropus qui est extrêmement connu et qui a été intégré dans de très nombreux projets et qui a été repris pour des améliorations futures. C'est le cas notamment dans le projet Scripta qui est porté par PSL. C'est également le cas dans le projet Oriflams du CNRS, dans le projet Imanis du CNRS, et dans d'autres projets dont l'énumération serait inutile et fastidieuse. Mais alors ce sont des modèles d'OCR, d'HTR, comme pour Calfa, qui sont très bons lorsqu'ils sont spécialisés sur un type de main, sur un type de manuscrit, sur un type d'écriture. La notion d'HTR complètement généraliste, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. On y travaille, mais c'est pas pour tout de suite. Alors pour vous donner une idée, hein, l'exemple date un peu. Alors j'ai pas pris un exemple d'arménien, justement pour que vous ne soyez pas forcément perdus. Je ne sais pas s'il y a des arménophones dans le public. Donc un exemple qui était très parlant. On avait ce petit texte imprimé qui a été simplement reconnu par ABI, hein, donc qui est le leader des logiciels propriétaires pour la reconnaissance de caractères imprimés. Et bien, avec un entraînement spécifique avec Ocropus, on arrive à un très 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 bon résultat, donc vraiment aucune difficulté. Donc ça, on peut mettre de côté. C'est toujours utile, hein, je veux dire, il y a toujours besoin de faire des entraînements spécifiques en reconnaissance de caractères pour les imprimer, mais ça pose pas de problème du coup. Il suffit d'apporter les données et on arrive à quelque chose d'assez bon. Alors du coup, passons maintenant à la problématique précisément de l'arménien. Alors là, je vous ai mis de l'arménien, et contrairement aux apparences, là en fait, on n'a que 2 manuscrits qui sont représentés. Pour être totalement précis, 2 manuscrits du même centre de copie, du même scriptorium, et d'à peu près de la même époque. Et donc vous voyez qu'on a une très grande variété de formes, voire même de ductus pour certains. Alors même on est censé être dans le même type d'écriture et qu'on est censé avoir également la même lettre ici et être pour des manuscrits similaires de la même époque, etc. Donc ça pose un problème. Comment est-ce que je peux entraîner un logiciel à reconnaître un type d'écriture, une main, si pour 2 mains très similaires et 2 types d'écriture très similaires, pour 2 manuscrits très similaires, j'ai autant de variétés? Alors, l'une des approches du deep learning dirait tout simplement, apportez-moi énormément de données et le problème est réglé. Si je vous apporte, je ne sais pas, 100 000 caractères, 100 000 fois le même caractère sous toutes ses variantes, je serai en mesure de le reconnaître. C'est vrai, mais à peu près vrai. Mais là, pour l'arménien, on est un peu embêté parce que on n'est pas forcément en mesure d'avoir autant d'échantillons de ça. Et on n'est surtout pas nombreux à savoir lire l'écriture manuscrite arménienne. Alors pas nombreux, toute proportion gardée, je n'ai pas de chiffres, mais qui soient disponibles pour travailler sur ces questions-là, j'en connais moins d'une quinzaine. Donc c'est vraiment pas beaucoup.
Et pourtant, l'intérêt est immédiat, hein. C'est ce dont je parlais tout au début de ma présentation. Lorsque vous aviez une copie manuscrite, ben, l'évolution, l'histoire de l'imprimerie, c'est justement d'avoir plus de production et ensuite, maintenant, avec le numérique, d'avoir des productions nativement numériques et pour les anciennes copies, ben, d'en faire des bases de données exploitables. C'est tout l'intérêt. Eh bien, voyons voir. Donc la difficulté aujourd'hui, elle ne réside absolument plus ou quasiment plus dans la reconnaissance de caractères proprement dite. Avec peu de données, et c'est toujours mieux si vous en avez beaucoup plus, on est capable d'avoir un très bon modèle qui soit applicable sur un manuscrit ou un ensemble de manuscrits donnés. Ce qui va être le plus dur, et c'est là que toutes les erreurs vont se créer, ou la plupart des erreurs vont se créer, ça va être sur la question de l'analyse de la mise en page. Donc si j'avais par exemple ces deux, elle est animée, même, le coup. Si j'avais ces deux manuscrits, là, pour un être humain comme vous et moi, c'est assez évident, même si on ne connaît pas l'arménien, d'identifier le texte. On voit assez bien ce qui fait partie du décor, ce qui fait partie de la lettrine. Voilà, on a bien une bonne idée de la répartition, on voit des éléments marginaux, tout est clair. Mais pour un logiciel, c'est pas forcément évident. Donc là, si je mets en évidence le texte, on était là, on était d'accord. En bleu, c'était la lettrine, et en rouge, c'était du décor. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc il va falloir entraîner le logiciel à distinguer ça et à pouvoir discriminer ce qui est texte et pas texte. Toujours avec en tête l'idée qu'on a peu de données. Si j'ai également ce type-là de manuscrit, bah là clairement, on peut voir trois choses au moins. C'est que, mon image est endommagée, nettement endommagée, on a un trou. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ce trou? Est-ce qu'on va pouvoir reconstruire du texte? Donc non, là, c'est pas l'objet du propos. Mais du coup, dans quelle mesure ça va pénaliser la segmentation en ligne ou la détection du texte? J'ai des tâches, j'ai pas mal de tâches qui font que j'ai du texte qui est un peu effacé, ou j'ai une petite variation de couleur qui fait que j'ai une partie du texte qui est vraiment très clairement identifiable puisqu'il est noir sur fond presque blanc, mais plus haut dans mon image, j'ai du noir sur un fond beaucoup plus terne, beaucoup plus marron. Et plus bas, on voit également que j'ai une écriture dans une couleur différente. Donc, est-ce que ça peut avoir une influence et si oui, dans quelle mesure? Ça va pénaliser la reconnaissance. Et les autres problèmes qui sont extrêmement classiques en- dans l'étude des manuscrits. Donc là, j'inventerai, enfin, tous ceux qui ont travaillé sur des manuscrits s'y reconnaîtront. C'est pas propre à l'arménien. On a des abréviations, on a une scriptio continua. Les espaces qui sont présents, là il y en a assez peu, sont pas forcément, n'ont pas de sens, ne sont pas porteurs de sens nécessairement. Donc tout un tas de choses qui font qu'on va peut-être être capable de reconnaître très spécifiquement des caractères, mais la notion de reconnaissance de texte ben, est plus discutable. Donc j'ai resynthétisé les problèmes ici qui sont, dans les manuscrits anciens, on trouve des variantes, différentes variantes, variations, variétés d'écriture. C'est vrai pour l'arménien, on a 4 grands types d'écriture qui se déclinent en une très très grande variété de mains, de sous-écritures qui n'ont pas forcément de nom, n'ont pas forcément été définies paléographiquement, mais qui sont visuellement parlant extrêmement différentes. Et c'est parfois le cas au sein même d'un même folio, on va avoir des variations. Donc par exemple, un texte qui sera rubriqué sera, pour des manuscrits latins, je ne sais pas, en oncial. Eh bien, c'est la même chose pour l'arménien. On aura une écriture beaucoup plus majuscule pour des textes rubriqués, mais donc qui font appel à un autre type d'écriture, donc un autre type de modèle, contrairement au texte qui sera dans une écriture beaucoup plus cursive, donc un autre problème à traiter. Ça, j'en ai parlé. La scriptio continua, donc toutes les lettres sont attachées, tous les mots sont attachés. On a des glyphes spéciales, parfois des idéogrammes, parfois des ligatures, des abréviations, bien évidemment, des césures qui ne sont pas forcément pertinentes, parce que l'idée, en tout cas pour les manuscrits arméniens, c'était uniquement de justifier le texte sans se soucier réellement de comment est-ce qu'on coupait les mots. Donc la césure qui n'est pas pertinente. Selon ce que le copiste a oublié ou pour une correction postérieure, ultérieure, on a des lettres qui sont suscrites ou souscrites, etc. Enfin,
tout un tas de choses qui font que définir la notion de texte et définir et détecter et reconnaître le texte sont pas des choses si triviales. Donc quand on parle de reconnaissance de texte, reconnaître d'un point de vue vraiment le sens de reconnaître, ça marche. Ça marche assez bien. On a de très bonnes architectures, hein, quels que soient les réseaux que vous utilisez, hein, quel que soit le logiciel que vous utilisez. En revanche, c'est la détection qui va poser problème. Donc je resynthétise les problèmes dans cette slide-là. Donc pour des langues orientales, en particulier l'arménien, on a des problèmes qui sont peu de données accessibles, hein, qui soient disponibles. On a besoin de compétences poussées pour lire les manuscrits anciens. Du- c'est pas, enfin, ça semble évident dit comme ça, mais il faut une habitude pour lire des manuscrits anciens, surtout certains qui sont parfois très cursives ou au contraire des écritures très monumentales qui sont très difficiles à distinguer par rapport à l'écriture imprimée. Et finalement, bah, dans tout ça, on a des collaborations qui sont limitées. Soit parce que on travaille en silo, des institutions qui travailleraient en silo, des équipes qui travailleraient en silo, et du coup, il n'y a pas d'échange possible. L'interopérabilité n'est pas garantie. Soit tout simplement, puisque comme il n'y a pas de compétences suffisamment variées ou de compétences disponibles pour ces langues-là, eh bien, on se retrouve à devoir monter une petite équipe vraiment ultra spécialisée, mais du coup, il n'y a pas d'échange possible, comme ça peut être le cas pour le latin ou des langues beaucoup plus travaillées, où il y a beaucoup plus de spécialistes. Donc, il existe de très nombreuses plateformes pour annoter des images, hein. Il y en a certaines qui ont été mentionnées ce matin. Digipal notamment a été mentionné, donc la variante, sa nouvelle version archétype, qui permet justement de faire de la description paléographique de manuscrits. Donc là, vraiment identifier des lettres dans des manuscrits pour faire vraiment une base de données de lettres pour pouvoir étudier l'évolution de la lettre, l'évolution du ductus, etc. Il y a des plateformes que vous connaissez certainement très bien, Transcribus notamment est extrêmement connu et utilisé, qui permettent d'annoter tout simplement des manuscrits, identifier les zones de texte, identifier les notes marginales, donner la vérité terrain qui correspond, donc à la fois sur sa machine ou en ligne. Ocropus, dont je parlais tout à l'heure, propose sa propre interface d'annotation. Plus généralement, j'ai mentionné Labelme, qui est un outil complètement générique d'annotation d'images. Ça marche pour annoter des voitures dans des images. Enfin, voilà, c'est un outil pour faire de la vision par ordinateur. Enfin, voilà, il en existe plein, on ne va pas revenir en détail dessus. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne suis pas là pour détailler tous leurs inconvénients. Et pour l'analyse de la mise en page, on a notamment l'Arex, qui est vraiment très performant. Mais dans le cadre d'une langue comme l'arménien, donc avec tous les problèmes que j'ai mentionnés, qu'est-ce qui va faire qu'on est capable de faire une base de données rapidement, une base de données pertinente et qui soit du coup utilisable et sur laquelle on peut mener des expérimentations et tester différents types de technologies. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut faire ce type-là de base de données? On va d'abord faire appel au crowdsourcing. Donc c'est très à la mode, mais ça marche très très bien. Et donc l'idée, là, ça va être justement de faire appel à des gens qui n'ont aucune compétence ou des compétences très limitées et qu'on va former spécifiquement pour les besoins du projet. Et donc il faut une interface qui soit capable justement d'être appréhendable facilement et rapidement par des gens. Cette interface doit définir des objectifs clairs pour que le crowdsourcing soit efficace. Donc première chose, crowdsourcing. Et donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit feedback de où est-ce qu'on est arrivé grâce au crowdsourcing. Il faut que l'interface de labellisation soit simple, avec des options limitées. Donc là, il y a énormément d'interfaces, par exemple Digital et Archetype, ou même Transcribus, qui proposent énormément de fonctionnalités, et c'est totalement appréciable lorsqu'on est des experts, qu'on a besoin vraiment de faire de l'amélioration d'image, du traitement de l'image, de faire vraiment ce genre d'opérations très pointues, mais qui sont du coup incompatibles avec le crowdsourcing.
Alors il faut arriver à faire une dichotomie, créer justement des outils qui sont à la fois adressés aux utilisateurs lambda, si j'ose dire, mais c'est un peu péjoratif, donc aux utilisateurs non spécialistes, et des outils qui s'adressent plutôt aux spécialistes. Il faut, dans l'idéal, que les interfaces d'annotation soient assistées. Donc il y en a certaines qui le proposent. Transcribus, si vous avez fait, par exemple, là de mémoire, hein, sans, si vous avez annoté sans image, euh, sans image ou sans image? J'ai un doute tout d'un coup. Bref, vous avez l'idée. Si vous avez annoté un très grand nombre d'images, il va vous proposer de créer un modèle spécifique pour pouvoir traiter les pages suivantes. Ok, c'est une chose, c'est possible. Mais du coup, il faudrait que ce soit un peu plus généralisé pour justement inclure de la notation automatique pour ce qui est de l'analyse de mise en page et pas uniquement de la reconnaissance de caractères. Il faut que les données soient complètement interopérables pour pouvoir justement s'échanger les données entre les plateformes ou expérimenter différentes technologies pour voir laquelle correspond le mieux à notre besoin ou à notre langue. Donc être capable de gérer différents formats, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc là, on a différents formats qui existent. Celui qui fait l'unanimité maintenant et qui est repris notamment par les conférences ICF-HR et IGDAR, c'est le format page XML, qui permet justement à la fois de décrire la structure d'un document et d'y faire figurer la vérité de terrain. Donc la structure d'un document, c'est à la fois les textes régions, donc vraiment, comme son nom l'indique, quelles sont les zones de texte dans mon document, quelles sont mes lignes, et donc là on va voir ensemble qu'il y a plusieurs façons de définir une ligne, et quel est le texte associé à cette ligne. Quelle est la valeur d'une texte région? Est-ce que c'est une note de bas de page? Est-ce que c'était une texte région dans le sens zone? Donc là, ce serait plutôt une image marginale, ce genre de choses. La gestion des masques, qui permettent d'avoir une version minimaliste de la structure d'un document. Je vais y venir dans un instant avec un exemple. Des interfaces qui soient compatibles du coup pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche ou de gauche à droite, ce n'est pas forcément le cas pour toutes. De plus en plus maintenant, puisque de toute façon les navigateurs intègrent ça de manière très simple, mais c'était pas forcément le cas, et donc les interfaces dont on a hérité, qui ont été construites il y a 5, 6, 7 ans, ne le sont pas forcément. Et surtout, l'une des choses les plus fondamentales à mon sens, ça va être le respect du protocole I3F. 3IF. Là, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, euh, qui est au moins pour les bibliothèques numériques, donc notamment dans le cadre du projet Biblissima, c'est ce qui permet justement l'échange de copies manuscrites, je simplifie, hein, l'échange de copies d'images, de manuscrits, de documents numérisés entre différents systèmes. Donc on aura vraiment un serveur central qui va centraliser euh, les images, alors pas les centraliser physiquement, mais qui va permettre de les décrire d'un point de vue objet informatique pour ensuite pouvoir les intégrer dans des systèmes tiers. Les systèmes tiers, c'est par exemple une interface de visualisation, par exemple l'interface Mirador qui est développée également par Biblissima, ou des interfaces de labellisation comme celle que je vais vous présenter qui permet justement d'exploiter des copies numériques qui ont été mises à disposition par les bibliothèques directement dans une interface de labellisation, d'annotation. Ce sont deux exemples. Je pense qu'on peut imaginer plein d'applications possibles avec 3IF, mais voilà au moins deux applications qui sont très, très appréciables. Alors du coup, schéma extrêmement basique, mais qui est pourtant porteur de sens. L'interface que je vais vous présenter aujourd'hui, simplement va résumer ce schéma-là. L'idée, c'est que lorsqu'on veut faire de la reconnaissance de caractère, on a plusieurs étapes à respecter. Donc on va déjà récupérer l'image. Donc ça, c'est typiquement le 3IF qui va nous le permettre, ou du moins qui va simplifier la récupération de l'image. Le pré-processing qui va
selon le type de sérisation, d'astérisation, je suis sûr que ça se dit vraiment, que vous voulez faire, va nécessiter, selon ce que vous voulez faire, vous allez devoir pré-traiter vos données d'une certaine manière. Donc, par exemple, binariser une image, c'est une approche qui se défend. Retourner l'image, enfin voilà, tout un tas d'opérations qui peuvent améliorer l'image pour avoir, in fine, un meilleur modèle, donc une meilleure reconnaissance. Donc ça, qu'on peut traiter directement dans l'interface d'annotation, ce qui n'est pas notre cas ici, mais qui va être traité directement par 3IF. Je vais vous montrer comment. Et sinon, c'est une interface qui va vous permettre de faire de l'analyse de mise en page automatique et de réaliser des prédictions automatiquement, et prédictions que vous allez pouvoir corriger, et le cas échéant, une fois que c'est corrigé, réentraîner pour ensuite la réappliquer aux pages suivantes, etc. Et donc c'est finalement le protocole d'un OCR HTR qui est intégré directement dans la plateforme. Donc la plateforme, elle a cette tête-là. Donc je vais vous donner le lien le plus à jour, le plus pertinent pour vous. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous créer un compte et gérer votre projet sur ce compte, un projet dans lequel vous allez pouvoir charger des images, ou charger de la vérité terrain, ou charger des images du type 3IF. Donc tout simplement donner le lien du JSON qui comporte les informations sur l'image, et elles vont être automatiquement téléchargées. Compatible donc avec une énorme quantité de formats différents. Là, j'en ai mis que quelques-uns dans mon schéma. Vous allez permettre à d'autres utilisateurs de travailler avec vous. Vous allez pouvoir les former si vous le souhaitez, annoter grâce à l'interface, et ensuite, le cas échéant, valider les données, réentraîner si besoin, et exporter les données pour appliquer ça, l'utiliser dans un système, le système de votre choix, que ce soit le système de Calfa directement, si vous le voulez, ou le système de votre choix qui est prévu par votre laboratoire de recherche, etc. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de discours là-dessus, je vais tout simplement aller sur le site et voir avec vous un peu, tout simplement. Alors, sachant que, donc voilà, donc là on est sur vision.calfa.fr, sachant que tout ce qui concerne l'analyse de la mise en page et de la prédiction de texte, et évaluer le niveau d'un utilisateur, ce n'est possible que si vous avez fourni quelques données au départ. Donc, pour pouvoir évaluer le niveau d'un utilisateur, vous devrez avoir vous-même labellisé 5 ou 6 pages pour avoir quelques données pour pouvoir justement évaluer l'utilisateur. Et concernant l'annotation automatique, il va falloir faire pareil 5, 10, 15 pages, justement pour fine-tuner les modèles qui sont déjà présents sur la plateforme, histoire d'avoir quelque chose de plus spécialisé sur votre type de document pour que ce soit plus pertinent. Il y a déjà des modèles qui peuvent être appliqués si vous faites de l'arménien. Si vous ne faites pas de l'arménien, ce qui est certainement votre cas, il va falloir fournir justement quelques petites données pour fine-tuner les modèles pour que ce soit beaucoup plus pertinent. Donc je vais m'inscrire. Je m'inscris, donc rien de... On s'en fiche de ce qu'on met là. Hein. Je vais m'appeler Test Chan. Soyons chic. Et mettre un mot de passe. C'est vraiment une interface qui va vous permettre de faire de la gestion de projet. Donc, typiquement, là, voilà, je suis sur mon interface sur Vision, sur Calfa Vision. Je vais pouvoir créer des projets et gérer, justement, visualiser très concrètement ce que font mes collaborateurs sur cette interface-là, enfin sur mon projet. Donc, je vais créer un projet. Donc, je vais appeler, par exemple, ANF. Dans ce projet, je vais ajouter quelques images. Donc, une image, que je vais appeler, je sais pas, image 1. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc celle-ci. C'est par exemple, pif, on va dire que c'est ce type d'écriture-là. On peut renseigner plusieurs champs comme on veut, ça, il n'y a pas de surprise. Donc, je l'ajoute à Vision, donc elle est ici. Je vais en ajouter une ou deux autres avant d'aller plus loin. Donc, image 2.
Petit catalogue imprimé, voilà. Non, je ne vais pas dire autre chose. Il y en a une troisième, allez, image 3. Et, je sais pas, complet classique. Voilà. Donc j'ai 3 images qui sont intégrées dans mon projet. Donc je peux inviter des gens à travailler dans mon projet pour que je ne sois pas le seul à labelliser. Et donc lorsque vous allez être au tout début de votre projet, comme moi actuellement, vous allez avoir simplement une interface de tout ce qu'il y a de plus basique qui va vous permettre d'abord de faire une pré-labellisation avant d'avoir un modèle à entraîner. Donc, je vais créer une texte région très simplement sur mon document comme ceci, dans lequel je vais ajouter des lignes et, selon vos besoins, des baselines, des centerlines, des polygones, etc. Donc là, ça dépend vraiment de l'approche que vous pourrez avoir. Donc aujourd'hui, en reconnaissance de caractère, il y a différentes approches qui existent. L'une des approches qui est utilisée à LibDAR notamment, c'est l'approche par baseline. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment tracer la ligne sur laquelle le texte va reposer, vraiment la ligne de base. Mais il existe d'autres approches, hein, une approche par centerline. Hein, là, si je me mets un peu plus haut sur ma ligne de texte, comme ceci, pas vraiment besoin d'être très précis. Il y a l'approche par bounding box. Donc là, c'est l'approche type Ocropus que vous connaissez peut-être. Donc là, vraiment, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une boîte qui va encadrer ma ligne, qui présente l'avantage d'être très rapide à être utilisé, mais qui pose problème, c'est que ça va chevaucher potentiellement plusieurs lignes. On a une approche par polygone, où là, à partir de la baseline ou pas à la main, on va définir, je vais en faire un au pif, hein, sans être rigoureux, faire un polygone qui va encadrer mon mot ou ma ligne. Donc c'est un peu plus précis qu'un simple bounding box qui va être complètement rectangulaire. Bon, ça dépend vraiment de vos besoins, de l'approche que vous voulez expérimenter. Vous pouvez faire de l'approche par masque également, mais globalement, vous pouvez toutes les implémenter, toutes les utiliser sur CalfaVision. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous en avez fait plusieurs, hein, vous avez fait plusieurs pages avec vos collaborateurs, ça peut aller très très vite. Je vais vous donner quelques chiffres dans un instant. Eh bien, vous serez en mesure d'exporter vos données sous différents formats. Donc, notamment au format masque, mais des formats texte, des formats XML, des formats HTML, un format JSON qui soit totalement personnalisé, ou un format du type Ocropus. Enfin, je dis type Ocropus, mais c'est un format qui est repris par énormément d'HTR maintenant, qui est vraiment la notion de paire image de ligne avec la vérité de terrain, texte qui correspond. Donc, tout un tas de types d'exports possibles. Soit dit en passant, l'interface CalfaVision vous permet également, si vous aviez d'anciennes données qui avaient été réalisées sous Ocropus, de les convertir selon les nouveaux modèles, selon les nouveaux types de labellisation à la mode. Alors, je vous donne un exemple très concret de 3IF. Donc là, j'ai 3 images. Si je voulais ne pas ajouter une image à partir de mon ordinateur, mais à partir d'un lien I3F, j'ai un exemple très concret ici. Je suis sur Gallica, qui respecte le protocole I3F. Toutes les bibliothèques ne respectent pas I3F encore. C'est un autre problème. Donc dans les 3% de mes manuscrits arméniens qui sont numérisés et accessibles, j'en ai que la moitié qui sont dans des bibliothèques numériques qui respectent 3IF. Notamment, pour l'arménien, c'est le IL-Museum qui est le fer de lance de ça. Donc là, je récupère l'URL de ceci, et donc en respectant le schéma 3IF que je vous ai montré dans ma slide, je reviendrai tout à l'heure. Donc moi, je le connais par cœur, donc je triche un peu, mais ça va ressembler à ceci. Je veux le folio, par exemple, je sais pas, 52, 51. Je récupère les infos qui sont localisées dans le JSON, je donne un nom à mon image test 3IF, je la charge, et si je ne me suis pas raté, donc elle ne va pas apparaître ici, mais si je teste ici, parfait, ça a téléchargé directement l'image qui était présente sur Gallica, enfin, pas téléchargé, ça l'a fait apparaître dans mon interface de labellisation que je peux la labelliser et récupérer les données qui lui sont propres.
reviens sur ma slide. Je crois que je suis un peu juste niveau temps. On était un peu en avance, alors ça compense. Euh, Oui, oui, allez-y, je crois que ça va. Ça va, d'accord. Parfait. Merci. Du coup, qu'est-ce que j'entendais par évaluer le niveau d'un utilisateur? Donc, je vais aller un peu plus loin ici. Voilà. Donc là, typiquement, ce que vous pouvez obtenir comme information une fois que vous avez labellisé quelques pages, eh bien, c'est avoir un outil de validation qui vous permet d'évaluer le niveau d'un utilisateur. Donc, quelqu'un qui s'inscrirait à la plateforme et qui voudrait participer à votre projet, si vous l'en autorisez, vous n'êtes pas sûr, et c'est le cas que nous avons rencontré en arménien, de son niveau, ou du moins vous voulez certainement l'orienter vers des images où vous êtes sûr qu'il sera bon, eh bien, vous avez un certain nombre de données qui sont stockées en interne. Et voilà, il va être là à devoir saisir le mot qui lui est proposé. S'il a bon ou s'il a presque bon, bah, tout simplement avec un système de points, on va pouvoir évaluer son niveau et lui donner accès ou pas à certaines images pour être sûr que le crowdsourcing soit le plus efficace possible, tout simplement. De même, si vous êtes un paléographe et que vous souhaitez établir une collection de caractères pour étudier l'évolution, pour ce genre de choses, c'est totalement possible. C'est récupéré par les données de lignes que vous avez générées et présenté dans un visualiseur de ce type-là. J'ai rien de plus à dire, enfin, l'image parle d'elle-même. Je reviens un peu en arrière. Donc ça, c'est typiquement le type de données que vous pouvez exporter. Donc à gauche, ça va être l'interface proprement dite de Vision, celle que vous avez vue. Donc là, vous verrez que en bleu turquoise, ça va être les baselines que j'ai tracées. En bleu tout court, ça va être les polygones qui ont été générés à partir de mes baselines. Donc c'est pas moi qui les ai tracés à la main, hein, c'est la plateforme avec un bouton qui s'appelle Generate Polygons qui les a générés. Possible uniquement si on a créé un peu de données pour justement être sûr que le système soit efficace sur votre ensemble de données. En noir et blanc, c'est le masque. Donc c'est la représentation minimale de la labellisation que vous voyez à gauche. Alors là, comme ça, on peut se dire ça ne sert à rien. Effectivement, là, comme ça, vous et moi, ça ne sert à rien en tant qu'être humain, mais certains réseaux, notamment pour l'analyse de la mise en page, pour segmenter en ligne, pour détecter des textes régions dans un document, vont utiliser ce type-là de représentation de l'image ou des données. Eh bien, vous pouvez directement les exporter à partir de CalfaVision. À droite, au centre droit, vous avez le format page XML dont je parlais. Donc vraiment, pour une image donnée, vous allez avoir la liste des textes régions. Textes régions donc, qui sont définis par des coordonnées. Une texte région qui contient des lignes, ces lignes qui sont représentées par des baselines et par un texte. Donc une baseline va avoir des coordonnées et la ligne, donc ça correspond au polygone, va avoir également des coordonnées. Mais si ça ne vous convient pas, si votre système, soit parce que c'est quelque chose que vous avez repris et donc qui a été construit comme ça, soit parce que votre système, vous vous êtes créé votre format propriétaire et ça se comprend, vous avez besoin d'un format spécifique, donc d'un JSON spécifique par exemple, vous pouvez très bien dire sur Calfa, je veux que l'objet baseline soit appelé de telle manière et soit sous un objet ligne, je veux que chacune des coordonnées soit sous cette forme-là, etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez que vous pouvez générer et exporter avec un JSON comme vous le voyez ici. Donc l'idée de CalfaVision, c'est pas un outil qui révolutionne fondamentalement l'annotation de manuscrits en ligne, même pas du tout, ce sont des choses qui existent par ailleurs, mais qui est finalement, si je reviens sur cette slide-ci, qui essaie de faire une synthèse entre un crowdsourcing efficace, une interface de labellisation qui soit simple dans les outils, donc vous voyez qu'on a limité les options, qui soit assistée, donc il y a certaines choses qui sont automatisées, donc les baselines ou les centerlines sont automatisées à partir d'un certain nombre de réalisations.
Les polygones sont automatisés à partir d'un certain nombre de réalisations. Et là, en l'occurrence, pour l'arménien, c'est très rapide. Il va y avoir une prédiction de texte qui va être faite. Soit pour d'autres langues, vous pouvez toujours demander, nous demander chez Alpha, à ce qu'on vous crée un modèle spécifique sur les données que vous aurez créées. Mais pour l'instant, c'est que pour l'arménien. Mais vous pouvez toujours demander, hein, ça se tente en vrai, je suis preneur pour expérimenter. Une interface qui soit compatible avec 3JS, justement pour simplifier l'intégration d'images et du coup l'exploitation d'images, et qui soit compatible avec un très très grand nombre de formats de données, à la fois des formats pour entraîner des réseaux de neurones, mais également des formats pour visualiser les résultats dans des interfaces de consultation. Parce que comme je vous disais, qu'Alpha, ce n'est pas que de l'OCR, c'est l'OCR n'est qu'une brique à l'intérieur d'un système plus complet, un process plus complet. Mais donc, du coup, ça c'est accessible totalement gratuitement en ligne. C'est pas quelque chose qu'on restreint. Alors, il y avait une dernière chose que je voulais dire. Attendez, je relis mes notes. Ça c'était bon. Oui, bon, je le dis maintenant parce que sinon je vais l'oublier. Sur Calpha, on ne stocke rien. On ne fait pas de backup. Donc, on n'a pas accès à vos données non plus. Ce qui fait que régulièrement, pour X raisons, pour une maintenance, pour une maintenance X, on pourrait être amené à supprimer les données. Donc, faites régulièrement des sauvegardes, justement pour pouvoir les réimporter ultérieurement, pour les avoir de côté sur votre ordinateur. Nous, on ne va pas stocker. Voilà. Donc ça, c'était bon. Et je pense que le reste va venir au sein de questions et réponses. Donc, pour l'arménien, avec cette interface-là, on avait une interface précédente qu'on avait mise en place en 2019, 2018 et 2019. On avait labellisé un certain nombre de lignes et de caractères. Un certain nombre, ça faisait un montant de 250 000 à peu près caractères. Donc on ne labellisait pas par caractère, mais ça faisait un total de 250 000 caractères. Lorsqu'on a mis en place cette nouvelle plateforme, donc ce nouveau protocole de labellisation par baseline avec une aide assistée, etc. Donc on est arrivé très rapidement à peu près à 11 000 baselines pour ces types d'écriture-là, types de manuscrits-là, donc 11 000 lignes. Et ces 11 000 lignes représentent un nombre colossal de caractères qui nous permettent justement de couvrir à peu près satisfaisante les 4 grands types d'écriture dans les manuscrits arméniens. Donc quand je dis d'à peu près manière satisfaisante, c'est sans fine-tuning, on va graviter entre 85 et 98% de bonne reconnaissance, selon la dégradation de l'image. Je parle de CER, hein, enfin de reconnaissance de caractère pur. Donc ça va jusqu'à 98% de bonne reconnaissance pour certains types d'images. Quand on fait du fine-tuning, bien évidemment, on dépasse, hein, la baseline devient le 95%. Le 95%. Tout l'enjeu était justement de ne plus être contraint par les problèmes de mise en page. Et donc justement avec cette interface-là, on est arrivé à y arriver très rapidement. On a réussi à y arriver très rapidement pour l'arménien. Et donc on ne peut se concentrer que sur la reconnaissance de caractères en elle-même. Voilà. Du coup, je vous remercie pour votre attention.